Je n'aurais jamais cru que faire confiance à mon fils me laisserait sans toit au-dessus de ma tête. Je me tenais tremblante sur le porche de la villa des Sceaux-Lavalière, valant 10 millions d'euros. Le soleil couchant se répandait sur le lac des Cygnes, projetant une lueur presque sacrée sur la Seine. Mais tout ce que je ressentais était une glace sous ma peau. Mon cœur battait si fort. Je pensais qu'il pourrait éclater à travers mes côtes. Je me répétais qu'il plaisantait, qu'Antoine rirait, me tirerait à l'intérieur, disant « J'étais maman ». Au lieu de cela, Antoine se tenait là, bras croisés sur sa chemise en lin, repassait me regardant comme un chien errant dont il était là de nourrir. Puis il souriait, ce petit rictus cruel que je n'avais pas vu depuis ces années d'adolescence rebelle contre chaque couvre-feu, chaque règle. Merci pour la maison. Maman, disait-il, articulant chaque mot, comme s'il les savourait. Maintenant, tu peux enfin te reposer en maison de retraite. Pendant un instant, je ne comprenais pas les mots. Ma bouche s'ouvrait, mais rien ne sortait. Mes genoux fléchissaient. Je saisissais la rambarde du porche pour me stabiliser. Puis j'entendais le bruit sourd de mes valises, heurtant l'allée. Je me tournais, les voyant dégringoler, les vieilles fermetures éclairs, s'ouvrant, mes vêtements se répandant sur le gravier, comme ma dignité. Mon cœur semblait se déchirer. Chaque respiration brûlait. Je le regardais, cherchant une lueur de regret, mais il m'observait avec un amusement froid, comme s'il congédiait une invitée indésirable. Plutôt que sa propre mère, je me forçais à me tenir droite, bien que ma colonne semble prête à se briser. Mes mains tremblaient contre ma jupe, mes doigts s'enfonçant dans le tissu si fort. Je pensais le déchirer. Une larme glissait sur ma joue. Captant les derniers rayons orangés du soleil, avant de tomber au sol, comment ne l'avais-je pas vu? Comment avais-je cru à ces promesses vides? Je me souvenais des papiers signés, sa main sur la mienne, murmurante, « Tu auras enfin la vie que tu mérites, maman ». Et comme une idiote, elle avait cru qu'après toutes ces années de sacrifice, ces nuits seules, ces anniversaires passés à travailler tard, pour qu'il ait tout, il prendrait soin de moi. Mais à cet instant, sur ce porche coûteux, construit avec mes économies, je réalisais n'avoir été qu'un tremplin pour ses rêves, une simple marche sur l'échelle qu'il gravissait pour impressionner ses amis. Mon fils unique, ma vision se brouillait, mais je ne m'effondrais pas. Je le regardais s'éloigner, riant dans son téléphone. En rentrant à l'intérieur, je regardais mes valises, à moitié ouvertes, vulnérables, comme moi. Puis le lac, l'eau si calme, presque cruelle, comme moquant mon chaos. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, mais je savais une chose. Je n'avais pas fini, pas encore. Un mois plus tôt, j'étais assise face à Antoine et l'avocat, mes mains serrées sur mes genoux, mon cœur léger ce jour-là, vibrant d'excitation, de soulagement. Les yeux d'Antoine pétillaient, peignant un tableau parfait. Une suite privée avec vue sur le lac des Cygnes, des cafés matinaux sur la terrasse, de longues promenades au bord de l'eau. Tu auras enfin la vie que tu mérites. Maman, murmurait-il, serrant ma main. Sa voix douce,
comme lorsqu'il était enfant, effrayé par les orages. Je m'accrochais à cette douceur, ce souvenir de mon petit garçon, désespéré de croire qu'il était encore là. L'avocat parlait des documents, expliquant la vente de mon appartement, comment l'argent irait aux rénovations de la Villa des Saules. J'hésitais, mon stylo flottant au-dessus de la ligne de signature. Une petite voix tremblante demandait si c'était vraiment ce que je voulais. Mais la main d'Antoine serrait la mienne. Il se penchait plus près. « Maman, tu as assez lutté. Laisse-moi prendre soin de toi maintenant. S'il te plaît. » Serre-ici. Ces mots m'enveloppaient comme une eau chaude. J'avais passé tant d'années à joindre les deux bouts, comptant chaque coupon, sautant des repas, pour que Antoine ait de nouvelles chaussures. L'idée de me reposer, enfin, d'être prise en charge, semblait une récompense oubliée. Alors je signais. Je me souviens de l'odeur du bureau de l'avocat. Café éventé, vieux livres poussiéreux, du souffle soulagé d'Antoine quand mon stylo glissait sur le papier, du léger tremblement de mes doigts que je forçais à ignorer. En partant, Antoine passait son bras autour de mes épaules. En allant à la voiture, tunnel regretterspas. Maman, disait-il, embrassant mon tempé. Je sentais ses lèvres sur ma peau. Je fermais les yeux, serrant ce moment contre ma poitrine. Je voulais croire que il signifiait quelque chose chez moi. Je commençais à emballer chaque assiette, chaque cadre photo, chaque bibelot. Chaque pièce portait des souvenirs de sacrifice, de victoires discrètes. Je les enveloppais avec soin, murmurant des excuses aux pièces vides, comme à de vieux amis abandonnés. Je n'en parlais pas encore à mes amis d'église. Je voulais les surprendre avec des histoires de ma nouvelle vue, ma nouvelle vie. Je m'imaginais les invitant pour le thé, leur montrant le soleil dansant sur le lac, disant enfin « Regardez la vie qu'Antoine m'a donnée ». Cette nuit-là, seul dans mon lit, dans cet appartement exigu pour la dernière fois, je restais éveillé des heures. Je repassais chaque mot d'Antoine, chaque promesse. Je voulais désespérément croire que c'était le début de quelque chose de beau. Mais j'ignorais que chaque trait de mon stylo ce jour-là était un clou dans le cercueil de ma confiance. Je repense aux années après la mort de mon mari. Antoine n'avait que 12 ans. Si petite, si perdu. Son père était le roc de nos vies, celui qui réparait les robinets, lisait des histoires au coucher d'une voix grave, réconfortante. À sa mort, Antoine s'accrochait à moi. Comme un noyé à une planche, j'abandonnais tout, sans réfléchir. Les vacances ne me traversaient pas l'esprit. De nouveaux vêtements, seulement. Si Antoine avait grandi, je prenais des heures supplémentaires. Des jobs de ménage, le soir, tout pour garder les lumières allumées. Ces déjeuners préparés, je me souviens dans cette petite cuisine, épluchant des pommes de terre tard la nuit, écoutant ces ronflements doux à travers les murs fins. Chaque souffle me rappelait pourquoi je continuais ces conversations autour du thé dans cette cuisine exiguë sont gravées en moi comme de vieilles cicatrices. Antoine s'asseyait face à moi, coude sur la table, en stratifié rayé, yeux brillants, parlant de devenir architecte, pilote, voyageur. Ses rêves jaillissaient si facilement, sans peur. Je hochais la tête, riant parfois, luttant contre les larmes. Je lui disais toujours «
Ne laisse pas le monde te rétrécir. Antoine, sois aussi grand que tu veux. Je nous imaginais ensemble, pour toujours. Il grandirait, se marierait, aurait des enfants, mais nous aurions toujours cette cuisine. Je me voyais cuisant des biscuits avec ses enfants, l'odeur de cannelle, dans l'air, Antoine passant voler un biscuit, me lançant ce sourire malicieux. C'était mon rêve, mon avenir, tous ces sacrifices, cette solitude écrasante. Ce n'était pas pour une croisière de retraite. Un condo chic. C'était pour cette cuisine chaude, bruyante, pour des rires partagés, le réconfort de savoir que j'avais construit quelque chose valant la peine de vivre. Parfois, quand la solitude me griffait trop fort, j'ouvrais la boîte de vêtements de bébé d'Antoine cachée dans mon placard. La petite grenouillère bleue avec un canard, les minuscules chaussettes, je les pressais contre mon visage, respirant des souvenirs qui ne sentaient plus comme lui, mais restaient vivants. Je ne voyais pas le changement en Antoine. Ou peu, être refusais-je de le voir. Je ne remarquais pas quand il cessait de s'asseoir pour parler, quand il répondait à mes appels par des soupirs, quand il arrêtait de dire « je t'aime » à la fin de nos conversations téléphoniques précipitées. J'ignorais les signes, m'accrochant aux échos dans ma tête, me disant que c'était le stress de l'âge adulte, qu'il reviendrait, que son cœur était toujours celui du garçon qui se blottissait contre moi après un cauchemar. C'est ce qui fait le plus mal maintenant. Pas l'argent, pas la maison, mais la manière dont j'ai vu mon fils s'éloigner au ralenti, sans rien faire pour l'arrêter. Je l'ai laissé devenir un étranger sous mes yeux. Après qu'Antoine eut claqué cette porte, je m'accrochais encore à l'espoir. Comme un enfant serrant un jouet cassé, je me disais que c'était une erreur, qu'il était stressé, qu'il s'excuserait, qu'il viendrait en courant dans l'allée, bras ouverts, all cried. Maman attends. Au lieu de cela, je restais dans l'allée des heures, l'air du soir piquant ma peau. Je fixais mon vieux téléphone à clapper. Gardé pour ses gros boutons, ses appels simples, mes doigts tremblaient, faisant défiler mes contacts, amis d'église, vieux voisins. Hortense du groupe de prière. Je les appelais un à un, voix tremblante. Pouvez-vous vérifier avec Antoine? Je pense qu'il y a un malentendu. Il m'a demandé de partir, mais je suis sûre que c'est temporaire. Ils écoutaient gentiment, leur voix douce, prudentes, comme si j'étais un animal fragile au bord de la rupture, mais aucun n'avait de réponse. Certains offraient des prières, d'autres promettaient de parler à Antoine. Chaque promesse polie était une pierre de plus dans mon cœur, déjà sombrant. Quand le soleil disparaissait sous le lac des cygnes, le dernier éclat doré s'évanouissant, j'étais sur un banc dans un parc, mes valises entassées autour de moi. Comme des sentinelles tristes, je serrais ce téléphone si fort. Miss Jointures Blank is silent. Toutes les quelques secondes, je vérifiais les appels manqués, comme si je ne savais pas qu'il n'y en aurait aucun. Quand je me levais enfin, mes jambes vacillaient, comme appartenant à une autre. Je ramassais mes valises, chacune plus lourde que dans mon souvenir, mon dos douloureux, mon souffle en éclats courts. Mais je continuais, car même si Antoine m'avait abandonné, je n'étais pas prête à m'abandonner. Pas encore. Je me disais, demain, il appellera, demain, il réparera, mais au fond, une partie honnête de moi savait. Demain,
serait aussi silencieux qu'aujourd'hui je décidais de ne pas attendre sur ce banc, mon corps semblait fragile. Comme si un faux pas pouvait me briser, je retournai à la Villa des Saules, en arrivant, les lumières brillaient, les rires débordaient dans le jardin. En instant, mon cœur bondissait. Peut être une fête de bienvenue, peut être une blague élaborée, et Antoine ouvrirait la porte. Menen la chant, Riot. Tu pensais vraiment que je te mettrais dehors? Je me glissais sur le côté de la maison, le gravier crissant sous mes pieds. M'arrêtais dans le couloir, dos contre le mur froid, j'entendais Antoine dans le salon. Sa voix plus forte que jamais, perçant les rires avinés de ses amis. C'est un distributeur ambulant avec des rides, disait-il, riant si fort. Il s'arrêtait pour reprendre son souffle. Je veux dire qu'il laisse sa mère croire qu'elle emménage. Elle a pratiquement supplié de vendre son appartement. Je n'ai même pas eu à insister. Les mots me frappaient comme des poings. Mon souffle se bloquait. Je pressais une main sur ma bouche pour ne pas halter. Chaque syllabe me déchirait, exposant chaque espoir brut, saignante, auquel je m'accrochais. Une autre voix s'ajoutait, je ne savais pas qui. Peut être un de ses nouveaux amis, peut être une de ces femmes en robe de créateur vues sur ses photos. Sacré coup, tu l'as bien exploité. T'es tranquille pour la vie. Mec, la voix d'Antoine, arrogante, triomphante, elle a toujours été si facile à contrôler. Agite le mot famille, et elle te donne son âme. Je crois que j'arrêtais de respirer. Ma tête bourdonnait, mes jambes fléchissaient. Je glissais lentement le long du mur. Accroupi, serrant mes genoux, mon esprit repassait le moment où il serrait ma main au bureau de l'avocat. La chaleur dans ses yeux, tout un jeu. Payé de ma confiance, je restais là une éternité. Leur rire montant, descendant, comme une symphonie cruelle. Chaque éclat de joie m'enfonçant dans mon obscurité privée. Enfin, je me levai, engodi, tremblante, trébuché dans la nuit. Je ne me souviens pas d'avoir appelé le motel, ni de m'être enregistré, ni de m'être glissé dans le lit, mais je me souviens d'être allongé dans cette chambre moisie, l'odeur de détergent bon marché sur les draps, mes oreilles résonnant d'un seul mot, distributeur, Iden. Je me tournais face au mur, mere croquevillant, comme si je pouvais disparaître dans le matelas. Mes doigts tremblaient autour de mon téléphone, mais je n'appelais personne. Je n'avais personne à appeler. J'ai passé ces mots, jusqu'à ce qu'ils se cousent dans mes parties les plus tendres, jusqu'à ce que je les croie. Le lendemain matin, je me réveillais dans cette chambre de motel, joues incrustées de larmes, corps douloureux, comme après un combat. D'une certaine manière, c'en était un combat pour mon cœur, que j'avais perdu. Je fixais le plafond taché des heures. Avant de m'asseoir, ma tête pulsant, le jour pesait sur mes épaules. Mais sous ce poids, une lueur nouvelle vacillait, une pulsation que je n'avais pas sentie depuis des années. La résolution, je faisais défiler mes contacts, mon pouce hésitant sur chaque nom, jusqu'à Hortense, mon amie depuis près de 20 ans. Hortense apportait toujours des tartes au repas partage, murmurait pendant les sermons, quand mon esprit vagabondait, mais au-delà de sa chaleur, Hortense était vive. Elle travaillait dans le droit immobilier, un détail que j'avais gardé. Sans imaginer en avoir besoin, je l'appelais, ma voix craquait, avant même de finir mon bonjour. Mais Hortense n'interrompait pas.
Elle écoutait, quand je lui racontais tout, la trahison d'Antoine, l'argent de l'appartement, la villa des Saules. Un long silence suivait. Puis un soupir. Monique, peux-tu me rencontrer aujourd'hui? Disait-elle doucement, mais fermement. Il y a beaucoup à vérifier. Quelques heures plus tard, nous étions assises face à face au Café des Amis à Vallières, un bistrot cosy avec des tables en bois, des rideaux à carreaux rouges, une odeur de croissants frais, de café torréfié. Hortense avait commandé une part de tarte aux framboises, ma préférée. Même sans appétit, je picorais la croûte, mes doigts tremblants, mes yeux scrutant la porte à chaque ouverture, comme si Antoine pouvait surgir pour finir ce qu'il avait commencé. Mais Hortense me fixait, stable, inébranlable. Quand elle serrait ma main, quelque chose en moi se relâchait, juste assez pour laisser un filet d'air. Elle ouvrait son dossier, expliquant ce qu'il fallait vérifier, documents de propriété, registre de transactions, droits liés à mon investissement dans la maison. Ces mots m'enveloppaient. Privilèges, équité, part de propriété, terms, frauds, étrangers, mais sa voix leur donnait forme, en faisait des outils, pas des armes. À un moment, je levais les yeux, voyais mon reflet dans la vitre, une vieille femme fatiguée, yeux gonflés, épaules affaissées. Je la reconnaissais à peine, mais en écoutant Hortense, ce reflet changeait. Ma colonne se redressait, mon menton se relevait. Je réalisais que je n'avais pas à rester cette mère abandonnée sur un banc, à mendier des miettes d'amour d'un fils qui ne voyait en moi qu'un portefeuille vivant. Quand Hortense fermait son dossier, me souriait. Il n'y avait pas de pitié dans ses yeux, seulement du respect. On ira au fond de ça, disait-elle. Ça, voix basse, certaine, tu lui as fait confiance. Mais la confiance n'efface pas tes droits. Je prenais une profonde inspiration, hochais la tête, un soulagement tremblant se levant dans ma poitrine. La tarte restait presque intacte, mais pour la première fois depuis des jours, je ressentais une petite étincelle de faim, pas seulement pour la nourriture, pour la justice, pour ma vie. En nous levant, Hortense m'enlaçait. Sa chaleur chassant le froid laissé par Antoine, en s'écartant, elle me regardait droit dans les yeux. « Tu n'es pas seule ? Monique, disait-elle. Plus maintenant. Hortense m'appelait à nouveau au Café des Amis. Je n'avais pas touché de tarte depuis notre dernière rencontre. Mon estomac restait noué, plus serré que n'importe quelle croûte. Pénétrante. Hortense était là, lunettes basses sur le nez, papier étalé autour de sa tasse de café. Comme une forteresse, elle levait les yeux, son expression indéchiffrable. Mes genoux fléchissaient, je glissais dans la banquette, mon soufflet court. « Dis-moi » murmurai-je. Craignant ces mots, elle se penchait, poussant une pile de documents vers moi. « Monique, tu n'as pas juste donné l'argent de ton appartement. Legalment, en signant les accords de rénovation, tu es devenu copropriétaire de la Villa des Saules. » Ma bouche s'ouvrait, ma voix coincée, avant que je puisse former des mots. Les yeux d'Hortense s'adoucissaient, mais sa voix restait ferme. Antoine a non seulement utilisé tout l'argent de ton appartement, il a aussi contracté de gros prêts pour les rénovations, prêts qu'il comptait rembourser en refinançant la maison. Ou en prenant plus d'argent de toi, le monde basculait
comme si une porte inconnue s'ouvrait, révélant une vérité que je craignais d'imaginer. Il ne peut ni vendre ni transférer cette propriété sans ton consentement, continuait Hortense, son doigt tapotant le document rythmiquement. En fait, comme ton nom est sur le titre, les contrats de rénovation, tu as un droit légal sur une part importante. Hey, les mots m'enveloppaient par vagues, chacune emportant des morceaux de la confusion qui m'étouffait. Je fermai les yeux, soudain dans le bureau de l'avocat, la main d'Antoine serrant la mienne, murmurante « Tu auras enfin la vie que tu mérites ». Je me souvenais du tremblement de mes doigts, de l'hésitation dans mes tripes que j'avais forcé à ignorer. Tout ce temps, je pensais avoir été chassé sans rien, mais je n'avais pas juste abandonné ma maison. J'avais construit un droit sur la sienne. La voix d'Hortense me ramenait. Si nous agissons vite, nous pouvons déposer un privilège, geler son accès à la propriété. Il ne pourra ni la vendre, ni la refinancer. Il sera coincé. Je pouvais presque entendre la voix d'Antoine, m'appelant distributeur ambulant, riant avec ses amis, mais pour la première fois, je l'imaginais sans voix. Acculé, je pressais mes paumes sur la table, essayant de calmer le tremblement. « Hortense, peut-on vraiment faire ça ?» Elle hochait la tête, sans hésiter. « Nous pouvons, et nous le ferons. » Le café des amis s'estompait en un bourdonnement sourd. Une chaleur montait dans mon cou. Mes joues, mes doigts, je ne la reconnaissais pas au début. Cette vague, ce rugissement sous mes côtes, ce n'était pas la peur, c'était plus profond, plus féroce. La rage, mais sous cette rage, quelque chose d'autre, une lame claire, tranchante, un pouvoir que je n'avais jamais osé saisir. J'ouvrais les yeux, regardais Hortense droit dans les yeux. Feisonsle. Pour la première fois depuis des années, ma voix ne vacillait pas. Je ne quittais pas le motel le lendemain matin. Je restais des heures sur le bord de ce lit raide, le soleil glissant lentement sur le tapis décoloré. Chaque rayon semblait un témoin silencieux. Observant une femme que je reconnaissais à peine, je pensais peu avoir peur que sans l'approbation d'Antoine, je m'effondrerais complètement. Mais quelque chose avait changé. Chaque souffle était moins dentelé. Mes mains ne tremblaient plus autant. En prenant mon thé, le vide qui me rongeait toute la semaine prenait une nouvelle forme, moins un gouffre, plus une forge. Je savais que je ne pouvais pas marcher vers Antoine. Exiger mes droits, ce serait ce qu'il attendait. La mère douce mendiant à sa porte, jouant le rôle qu'il m'avait assigné, je rappelais Hortense, demandais si elle pouvait recommander un endroit temporaire, sûr, calmé. Pendant que nous préparions, elle suggérait la résidence des Lilas à Vallières, un petit domaine avec des jardins fleuris de lavande, des salons ornés de tapisseries provençales. Je faisais mes valises lentement. Chaque objet comme un adieu à la femme que j'étais. Celle qui attendait les appels se pliait en quatre pour rester utile. Croyait que l'amour signifiait sacrifice sans fin. En arrivant à la résidence des Lilas, il m'accueillait avec des sourires doux, des voix tendres. « Juste le temps de trouver vos marques », disait la coordinatrice, sa main effleurant mon épaule, presque maternelle. Mes nouveaux voisins étaient gentils, m'offraient des biscuits, m'invitaient à leur atelier de broderie. En surface, je semblais une vieille femme discrète, prolée, mais à l'intérieur, je construisais quelque chose. Chaque sourire, chaque hochement poli couvrait une résolution s'aiguisant d'heure en heure.
Chakenuit. Je repassais les mots d'Antoine, non pour me torturer, mais pour durcir ma résolution. Distributeur, ambulant, avec des rides, encore et encore. Comme un marteau sur une enclume, je commençais à dormir la nuit, à me réveiller avec la mâchoire serrée au lieu de la main tremblante. Les femmes de la communauté me trouvaient douce, une gentille vieille mère ayant traversé une épreuve. Elle ne voyait pas le feu, mais il était là. Je ne parlais à personne de mes plans. Un après-midi, je cuisinais des biscuits pour le personnel, les disposais soigneusement sur une assiette en papier. Maize, mains, stables, merci pour tout ce que vous faites, disais-je avec un sourire discret. À l'intérieur, je me tenais devant la villa des Saules, papier en main, regardant le visage d'Antoine s'effondrer, mais pas encore. Le timing devait être parfait. Pour l'instant, je laissais penser que j'avais disparu, dissoute dans l'arrière-plan, comme un vieux fantôme, car parfois, les pièces les plus silencieuses sont celles où se gagnent les plus grandes batailles. Le soleil inondait ma petite chambre le lendemain matin, attrapant les bords de mon cardigan usé. Le dos rang, je me tenais au comptoir de la kitchenette, mesurant farine, sucre, avec soin. Je n'avais pas fait de biscuits ainsi depuis des années, pas comme une offrande, mais comme une armure. Cet après-midi, Hortense appelait, sa voix ferme, rapide. Nous avons trouvé les comptes, disait-elle. Antoine a essayé d'accéder à tes économies de retraite restantes. Il pensait probablement siphonner ce qui restait avant que tu ne réalises. Une vague froide descendait ma colonne. Mes doigts serraient le téléphone. Mais jointerusplankissant. Peut-on l'arrêter? Demandai-je, voix basse. C'est déjà fait. Répondait Hortense. Nous avons déposé une demande pour geler tes comptes ce matin. Il ne peut plus toucher un centime. Je manquais lâcher le téléphone. Mes genoux fléchissaient. Je m'asseyais sur le petit fauteuil près de la fenêtre. Le soulagement m'inondait si fort. C'était comme une seconde trahison, un rappel de la profondeur des griffes d'Antoine, même après m'avoir jeté. En raccrochant, je pressais mon front contre la vitre fraîche des Horse. Quelques résidents s'occupaient du jardin de lavande. Ils me saluaient, leurs mains tachetées de terre, de douceur. Je répondais d'un signe, mes yeux embués, mais ma poitrine plus forte que jamais. Je passais le reste de la journée à cuire des biscuits pour le personnel, pépites de chocolat, sablés au citron, croissants aux amandes. Je savais qu'ils ne comprendraient pas. Pour eux, c'était un geste gentil d'une vieille femme reconnaissante, mais pour moi, chaque tour de cuillère était un vœu, chaque plateau glissant dans le four, une promesse silencieuse. Jamais plus je ne laisserai quiconque avoir du pouvoir sur moi. En apportant les assiettes à l'accueil, la jeune femme souriait largement. Monique, ils ont l'air incroyables. Vous n'étiez pas obligé. Je souriais, croisant les mains. C'est mon plaisir, disais-je, ma voix si calme. Elle me surprenait presque. Je la regardais porter les biscuits dans la salle de pause. Son rire résonnant dans le couloir. À l'intérieur, j'étais une mère en tempête. La partie de moi qui fléchissait attendait près du téléphone, mendiait l'affection d'Antoine. Elle se dissolvait jour après jour. Je retournais dans ma chambre, m'asseyais avec mon journal, écrivais en grandes lettres inégales « Tu n'es pas son distributeur. Pas un fardeo. Tu es une femme, toujours plus que ce qu'il a choisi de voir. » Je laissais le stylo reposer,
ma respiration lente. Stable, je regardais le coucher de soleil, le ciel saignant rose. Orange, comme une blessure, commençant à guérir, Antoine n'avait aucune idée. Aucune idée que la femme qu'il pensait avoir brisée était toujours là. Planifiant, respirante, devenant plus forte à chaque heure qu'il la sous-estimait. Je restais là jusqu'à ce que les étoiles perçant le ciel, chacune un témoin minuscule de la guerre silencieuse que je menais, et pour la première fois de ma vie, c'était une guerre, pour moi. Je ne dormais pas cette nuit. Je m'asseyais à mon petit bureau en bois, le vieux stylo du motel en main, mon journal ouvert devant moi, les pages brillaient sous la lumière jaune, attendant, comme un vieil ami. Je commençais lentement, une phrase à la fois, d'abord tremblante. J'écrivais sur le jour où j'avais signé les papiers de l'appartement, pensant que c'était de l'amour, sur les après-midi près de la fenêtre, priant qu'Antoine appelle, juste pour demander si j'avais mangé. Chaque silence, comme une nouvelle fissure dans ma poitrine. Les mots jaillissaient plus vite. Ma main s'est crispante. Refusant de s'arrêter, j'écrivais sur les anniversaires seuls, les fêtes manquées, l'impatience cachée dans sa voix, sur le jour où je l'entendais m'appeler distributeur avec des rides. J'écrivais jusqu'à ce que les lignes se brouillent. Mes larmes sèchent sur mes joues, ma gorge à vif de sanglots silencieux, mais au lieu de m'affaiblir, chaque phrase taillait une couche de peur. Je voyais tout clairement, la manière dont je m'étais appris à survivre, avec des miettes d'affection dont je m'étais convaincu que le sacrifice était l'amour. Je voyais comment j'étais devenue si petite qu'Antoine ne me voyait plus. Seulement ce qu'il pouvait prendre, je m'arrêtais, fixant la dernière phrase. Je t'ai donné ma vie, tu m'as donné ton mépris. Je posais ma paume sur la page, une chaleur montait du papier, une liberté tourbillonnant sous ma peau. Pour la première fois, depuis des années, je n'écrivais pas pour être entendu, pas pour Antoine, j'écrivais pour moi, pour nommer la vérité que j'avais enfouie si profondément, que j'avais presque oublié qu'elle m'appartenait. Les jours suivants, écrire dans le journal devenait mon rituel. Chaque matin, je préparais mon café léger de motel, m'asseyais à mon bureau, ouvrais mon journal. Chaque page recousait une partie de mon âme. Les voisins de la résidence des Lilas remarquaient un changement, me voyant dans la salle commune, cornet et main, expression concentrée, calmée. Ils pensaient que je notais des recettes, des prières. Ils ignoraient que je me reconstruisais, mot par mot, la nuit. Je lisais mes entrées à voix basse, ma propre voix me surprenait. Passé, stable, firm. Chaque ligne était une pierre pour traverser une rivière que j'avais trop peur de franchir. À travers ces pages, je me rencontrais à nouveau, pas comme la mère d'Antoine, pas comme un portefeuille ambulant, pas comme une ombre dans l'histoire d'un autre. Je voyais la femme qui rêvait d'enseigner le piano. Avant la naissance d'Antoine, la femme qui chantait dans la cuisine. Après la mort de son mari, la mère qui passait la nuit à coudre des costumes pour les pièces d'école d'Antoine. À la fin de cette semaine, je fermais mon journal d'une main tremblante, murmurais dans la pièce sombre. Je te vois maintenant et je ne te laisserai plus jamais être oublié. En éteignant la lumière, glissant dans le lit, je ressentais une paix et sous cette paix, un acier silencieux, une promesse que, quoi qu'il arrive, je ne laisserai plus mon histoire être écrite par la main d'un autre.
Les papiers arrivaient un après-midi dans une enveloppe épaisse, remise par Hortense. Elle s'asseyait face à moi dans la salle d'activité ensoleillée de la résidence des Lilas. Sa voix expresse délibérée, expliquant chaque ligne. J'écoutais attentivement, bien que mon esprit bourdonnât d'un rugissement sourd, comme une tempête approchant. Mes mains reposaient sur la table fraîche, mais à l'intérieur, elles brûlaient d'une énergie électrique. Hortense glissait les documents de privilège vers moi. « C'est ça », disait-elle, ses yeux fixés sur les miens. « Une fois signé, nous le déposerons immédiatement. Il ne pourra ni vendre, ni transférer, ni emprunter contre cette propriété sans régler ta part. Et avec ses dettes de rénovation, il devra faire face à toi. » Mes yeux descendaient sur la ligne de signature vide. Mon nom, Monique, un nom que j'avais presque oublié, pouvant se tenir seul, sans mère, ni Antoine. Je prenais le stylo. Un instant, mes doigts hésitaient. Des souvenirs défilaient comme de vieux films. Antoine bébé, serrant mes petits doigts si fort. Antoine en toge de diplômé, yeux brillants, avide du monde. Antoine murmurant « Je t'aime, maman », avant de partir à l'université, mais des images plus nettes perçaient son rectus sur le porche, son rire résonnant dans les murs de la maison, m'appelant distributeur, mes valises s'écrasant sur le gravier, mes larmes captant le soleil du soir. Je pressais la pointe du stylo sur le papier et l'hésitation s'évanouissait. Mon poignet bougeait lentement, puis plus fermement, mes lettres coulant fortes. Nettes, c'était comme signer des décennies de chagrin. Chaque trait déposant, une partie de ma voix volée. En levant le stylo, je laissais échapper un souffle tremblant que je n'avais pas réalisé retenir. Hortense posait sa main sur la mienne. Sa prise chaude, ancrée, « To last fate », disait-elle doucement. La fierté scintillant sous son calme professionnel, je hochai la tête. Un petit sourire tirant le coin de mes lèvres. Pas un sourire triomphant. Quelque chose de plus profond, un soulagement discret. Une promesse murmurée à la femme, retrouvée dans ses pages. Cette nuit, je m'asseyais à mon bureau, pratiquais ma signature encore et encore, page après page remplie de mon nom en boucle, chaque fois plus stable. Je me sentais presque infantine, joyeuse, d'une manière oubliée. Ce n'était pas juste la maison, c'était graver mon nom dans ma propre histoire, prouver que je pouvais agir, pas seulement endurer. En posant le stylo, je traçais la dernière signature du bout du doigt, murmurais dans la pièce vide. Tu es là, tu es réel. Tu es assez. Or, je me glissais dans le lit, mon corps épuisé, mais mon esprit vibrant, comme une cloche frappée. Pour la première fois, je n'attendais pas qu'on me sauve. Je devenais mon propre secours. Quand Hortense appelait, j'étais dans le jardin de lavande de la résidence des Lilas, arrachant des mauvaises herbes avec une résidente. Le téléphone vibrait dans ma poche de tablier. En instant, je ne répondais pas, perdu dans l'odeur de la terre humide, la chaleur douce du soleil matinal. Mais quelque chose en moi savait que cet appel était différent. J'essuyais mes mains. Keurbatan répondait « C'est fait », disait Hortense sans préambule. Sa voix teintée d'un triomphe vif. Le privilège est déposé, traité, la propriété est gelée.
Antoine ne peut ni la vendre, ni la refinancer, ni la toucher. Et avec les dettes de rénovation impayées, il va se retrouver dans un coin très étroit. Je m'asseyais sur le banc du jardin, le téléphone pressé contre mon oreille. Mon esprit imaginait le visage d'Antoine. Recevant la nouvelle, son monde se fissurante, son arrogance glissant de son rictus. Je fermais les yeux. Un frisson me traversait. Pas de peur, ni de tristesse. C'était du pouvoir, un pouvoir réel, solide, vibrant sous ma peau, comme un courant enfoui jaillissant. Hortense continuait. Ça va que je passais prudente. Quand le privilège sera appliqué, il devra vendre. Ta part est sécurisée en premier, avant les créanciers. Les paiements personnels, le reste couvrira ses dettes, il repartira avec rien. Le même rien qu'il a essayé de te laisser. Mais un rire lent, incrédule, m'échappait. Je pressais ma main, libre sur ma poitrine, sentant mon cœur battre comme un tambour de victoire. « Comment te sais-tu » demandait Hortense. Une douceur hésitante dans son ton. Je regardais le jardin, les rangées nettes de lavande, de romarin, les abeilles dérivant paresseusement de fleur en fleur. Je pensais aux mots d'Antoine, son discours arrogant sur le porche, les rires dans le couloir de la maison. Je pensais à mes propres mains qui ne connaissaient que le sacrifice. Maintenant la rétribution. Et Yemessens, je marquais une pause, cherchant le mot juste, puis réalisais que je n'avais pas besoin du mot parfait, juste la vérité. Je me sens vivante. Hortense riait aussi, un son léger, joyeux, qui faisait monter les larmes à mes yeux. C'est exactement ce que j'espérais entendre, disait-elle. Nous terminions l'appel, je restais là longtemps, regardant le ciel, passer du bleu doux aux premières teintes du crépuscule. Quelques voisins passaient, hochant la tête, souriant, ignorant de la révolution silencieuse en moi. Je repensais à chaque moment où j'avais abandonné une partie de moi, chaque excuse murmurée pour maintenir la paix. Puis à ma signature, sur ce privilège, le dernier clou dans le cercueil des illusions d'Antoine, je me levais lentement du banc, mesqueno craquante, mais dos droite. Je n'étais plus seulement une mère, ni un distributeur, ni une servante, ni un bouche-trou dans l'histoire d'un autre. J'étais une femme réclamant son espace, sa voix, sa valeur, une signature à la fois. Il arrivait comme un orage, un après-midi chaud, soudaine, bruyante, impossible à ignorer. J'étais sur la terrasse de la résidence des Lilas, sirotant mon thé à l'ombre d'un grand parasol. Une légère brise taquinant mes cheveux, je ne levais presque pas les yeux, entendant ses pas lourds dans l'allée, mais une partie de moi, celle qui guettait toujours la porte pour lui, se tournait. Le voilà, Antoine, visage rouge, yeux fous, cheveux ébouriffés, comme s'il les avait triturés toute la matinée. Il ne ressemblait plus au fils soigné que je connaissais. Il semblait acculé, comme un animal réalisant que le piège s'était refermé. « Maman » aboyait-il. Avant même de m'atteindre, « Qu'as-tu fait » Bon sang, je ne fléchissais pas. Posais ma tasse doucement, essuyais une goutte sur mes doigts, croisais les mains sur mes genoux et les regardant. Je ne voyais pas mon fils, mais un homme que j'avais aimé, que je ne reconnaissais plus. Il s'approchait, me dominant. Tu as déposé un privilège,
Es-tu folle? Sais-tu ce que tu as fait? Tu as tout ruiné. J'inclinai légèrement la tête, étudiant son visage. Comme un oiseau étrange dans le jardin, ma voix sortait calme, presque douce. Je ne te reconnais plus. Tu n'es pas mon fils. Sa bouche s'ouvrait. Ses yeux cherchant la vieille femme qui l'attendait, celle qui bégayerait, s'excuserait, offrirait peu, être de tout réparer avec un autre sacrifice. Mais elle était partie. Tu es folle, rachait-il. Tu penses que ça te rend forte, que tu as gagné. Tu sais pas comment le monde fonctionne. Maman, tu n'es rien sans moi. Un petit sourire tirait mes lèvres. Pas de joie, mais de libération. La coupe finale d'une corde qui m'avait trop longtemps liée. J'ai toujours été quelque chose sans toi, disais-je, ma voix stable comme une pierre. Tu n'as juste jamais voulu le voir. Il secouait la tête violemment, ses mains se serrant en poing. Tu fais une grosse erreur. Tu le regretteras. Quand cette maison se vendra, je m'assurerai que tu n'es rien. Je levai une main, le faisant taire. Ça suffit. Antoine. Ma main semblait légère, mais mes mots le frappaient. Comme un mur de briques, son visage s'effondrait, sa bouche s'ouvrant, se fermant sur des jurons non formés autour de nous. Quelques résidents s'arrêtaient pour regarder. Je m'en fichais. Pour la première fois, je n'avais pas honte de me défendre. Antoine restait là un instant, sa rage s'essoufflant en allaitement pathétique, puis il se tournait, repartant dans l'allée, ses jurons s'évanouissant dans le jardin. Il reprenait ma tasse. Mon dos stable, mon cœur lent, calmé. Je baissais les yeux sur le reflet dans la tasse, mon propre visage, ridé, fatigué, mais indéniablement le mien. Je prenais une longue gorgée, posais la tasse, le goût plus doux que tout ce que j'avais cuisiné, Onfin. Je ressentais le poids des mots prononcés. Tu n'es pas mon fils. Et je réalisais qu'il ne me libérait pas seulement de lui, il me rendait à moi-même. Il n'atteignait même pas les portes de la résidence des Lilas. Quand son téléphone sonnait, je regardais depuis la terrasse, mon thé réchauffant mes paumes, tandis qu'il répondait, épaules tendues, faisant les 100 pas comme un chien en cage. D'abord, sa voix était forte, le même ton aboyant utilisé contre moi. Puis elle baissait, devenant aiguë et frénétique. Je n'entendais pas chaque mot, mais j'en avais pas besoin. Je savais ce qu'on lui disait. La maison était saisie, préparée pour la vente, ma part protégée par la loi, découpée en premier, comme un morceau de gâteau précieux. Le reste, tout englouti par ses prêts de rénovation, ses dettes imprudentes. Il se tournait, bouche tordue, yeux scrutants, comme cherchant quelqu'un à blâmer, mais personne ne venait, ni ses amis narquois, ni ses soi-disant partenaires d'affaires, ni la mère qu'il voyait comme un portefeuille sans fond. Antoine s'effondrait sur un banc dans le jardin, téléphone pendant dans sa main, tête dans ses paumes, épaules tremblantes, peut être de colère, peut être du choc, de perdre tout ce qu'il pensait posséder. Je ne bougeais pas pour le réconforter, je n'en ressentais même pas l'envie. Je pensais à toutes les années passées, à espérer son approbation, offrant mon amour comme une blessure ouverte, priant qu'un jour il me voie comme plus qu'un outil. Mais à cet instant, le regardant s'effondrer, je ne ressentais rien, ni soulagement, ni triomphe, juste
Un calme Freud. Weid, une employée, passait, me jetait un regard, yeux écarquillés de curiosité. Je lui faisais un petit hochement, un sourire doux, comme pour dire c'est bon, laissez-le se briser. Mon téléphone vibrait, un message d'Hortense. Vente confirmée, t'apparcouvriras ta nouvelle maison et plus, le reste remboursera les dettes, Antoine n'aura aucun surplus. Je posais le téléphone, exhalais un souffle retenu dans mes poumons depuis des décennies. Je regardais Antoine se lever, trébucher, sans direction claire, c'est pas incertain. Son visage est pâle, creux, il me frappait, il ressemblait exactement à ce que je ressentais autrefois. Perdo, désespéré, impuissant, mais maintenant, ce n'était pas moi à la dérive, pas moi qui mendiais d'être vu ou aimé. Je reprenais mon thé, la vapeur caressant doucement ma joue. Je savourais la chaleur. La maison était partie, le rêve qui m'avait vendu était parti, l'illusion de la famille partie, et pourtant, j'étais là, plus solide, plus vivante que jamais, alors qu'Antoine disparaissait dans le sentier du jardin, rapetissant, jusqu'à n'être qu'un homme perdu au loin, je murmurais à la brise. Adieu, Antoine. Pour la première fois, c'était définitif. Et ça sembla être juste. Cette nuit, je retournais dans ma chambre, à la résidence des Lilas, m'asseyais à mon petit bureau. La lumière de la lune se répandait sur le sol, comme un chemin pâle, doux, froid. Je ne vérifiais presque pas mon téléphone. Mais quelque chose m'y attirait. Un dernier fil à couper. Il était là, un message d'Antoine. « Maman, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Il me jette dehors. Demain, j'ai besoin d'aide. Laisse-moi rester un peu, s'il te plaît. » Je fixais l'écran. Mon cœur immobile. Je l'imaginais dans une chambre de motel bon marché, comme celle où j'avais pleuré, tapis collante, herbifiée. Lord, j'imaginais ses mains tremblantes, son esprit spiralant, réalisant qu'il n'y avait plus de carte à passer. Plus d'appels pour charmer. Autrefois, j'aurais couru préparer un colis, me précipiter avec une soupe chaude, bras ouverts. Autrefois, j'aurais cru que ce message signifiait qu'il me voyait à nouveau, qu'il avait besoin de moi, que l'amour pouvait être réparé avec un « s'il te plaît » désespéré. Mais je savais mieux maintenant. Je posais le téléphone, regardais l'alerte briller, comme attendant que je lui donne vie. Je reprenais mon vieux téléphone à clapet, celui serré sur ce banc, attendant son appel qui ne venait jamais. Celui qui sonnait vite tant de nuit. Quand je priais pour une fin différente, j'ouvrais à nouveau le message d'Antoine. Le lisais une dernière fois, lentement, délibérément, puis j'appuyais sur les options, sélectionnais, bloquer le numéro. Une petite fenêtre apparaissait. Êtes-vous sûr ? Je n'hésitais pas. Mon pouce flottait un instant avant d'appuyer sur « oui ». Une chaleur étrange se répandait en moi. De ma poitrine à mes doigts, comme entrer dans un rayon de soleil après des années dans une pièce froide. Mon souffle venait facilement. Mes épaules retombaient. Je ressentais une légèreté inconnue, pas celle du pardon, mais celle de la libération. Je m'adossais à ma chaise, fermais les yeux, laissais le calme s'infiltrer dans chaque coin de moi. À cet instant, je savais que le chapitre d'Antoine dans ma vie était fini. Les supplications, les trahisons, le cycle sans fin d'espoir et d'humiliation
Tout se terminait avec un simple clic de mon pouce. En me glissant dans le lit, je ne ressentais ni fantôme dans mes pensées, ni regret griffant mon cœur. Juste une paix douce, profonde. Pour la première fois depuis des décennies, je dormais toute la nuit sans rêver d'une porte qui ne s'ouvrait jamais. Quand le transfert final de la vente de la Villa des Saules était confirmé, Hortense m'appelait personnellement Savoix lumineuse, chaude, presque joyeuse. C'est fait, disait-elle. Ta part est en sécurité. Tu es libre de faire ce que tu veux. Monique. Je la remerciais doucement. MS most simples. Mais ludes de things. Gratitude. Soulagement. Une fin. Un début. Je signais les papiers pour un petit appartement ensoleillé près de mon ancienne église à Vallières. Le jour où je tournais la clé dans la porte, je restais là longtemps, respirant l'odeur légère de peinture neuve, de possibilités. L'endroit n'était pas chic. 2 chambres, juste assez d'espace pour un coin couture. Una cuisine così. Les fenêtres donnaient sur un petit parc où des enfants se poursuivaient entre balançoires. Toboggans. Mes sacs. Marcher vers la fenêtre, laisser les rires d'en bas monter vers moi. Au lieu de faire mal, c'était comme un nouveau chapitre